Eh bien, un investissement est une dépense immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'on peut investir dans tous les secteurs. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'immobilier en compagnie de notre expert financier, M. Nogues, avec cette question. Quels sont les principaux types d'investissements immobiliers? Bonjour. Bonjour, Anjoël. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, dites-nous quel est l'enjeu d'un tel sujet, l'objectif d'un tel sujet? Alors, l'enjeu d'un tel sujet, c'est que, de manière générale, quand vous entendez les gens parler d'immobilier, Oui. vous vous rendez bien compte que tout le monde reste focus, reste, j'allais dire, attiré par un seul type d'investissement dans le secteur de l'immobilier. Oui. De manière principale, on voit l'immobilier donc locatif, on voit donc le bien immobilier qui est construit et qui est mis en location, et c'est ce qui intéresse la plupart des investisseurs. Alors que dans le domaine immobilier, il existe plusieurs types d'investissements. Alors, dites-nous, comment choisir le type d'investissement immobilier qu'il nous faut? Alors, là encore, on revient vraiment aux principes fondamentaux de l'investissement. Oui. Vous savez que par rapport donc, à ces différents types d'investissements immobiliers qui existent sur le marché, l'idéal, encore une fois, c'est d'abord de fixer vos objectifs. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'immobilier? Qu'est-ce que vous voulez demain gagner avec votre investissement immobilier, premièrement? Et deuxièmement, ce qui est intéressant encore, vous devez donc regarder tout cela en y associant donc le principe de la diversification. Si vous vous intéressez au secteur de l'immobilier et vous décidez aujourd'hui donc, mettons par exemple, de bâtir un immeuble ou de construire une villa et simplement de la mettre en location, vous vous intéressez qu'à un seul type d'investissement immobilier, voyez, alors que dans le secteur de l'immobilier, il existe plusieurs types d'investissement immobilier. Okay. Vous avez votre résidence principale qui est un type d'investissement immobilier. Vous avez donc ce qu'on appelle donc la location à nu qui justement est cet investissement bon père de famille que la plupart des investisseurs donc réalisent dans leur vie, c'est-à-dire on construit une villa, on construit un immeuble et on le met en location et on attend donc des revenus locatifs. Et puis vous avez également donc la location meublée. Vous avez la location donc j'allais dire de saisonnière. Vous avez la colocation et vous avez notamment les locaux commerciaux, les locaux industriels et même les terrains nus. Tout ça représente donc les différents types d'investissements immobiliers. Alors, vous avez commencé à égrener ces différents types d'investissements. On va un peu s'attarder là-dessus. D'accord. Avant de poursuivre. La résidence principale, par exemple, comment l'obtenir? Alors, vous savez, la résidence principale, ce qui était très intéressant, c'est que lorsque vous décidez de bâtir votre résidence principale, l'idéal, c'est de pouvoir le bâtir sur fonds propres. Pourquoi? Si vous réussissez à bâtir votre résidence principale sur fonds propres, vous disposez alors d'un actif entre les mains. Il ne faut pas oublier, dès le départ, on a dit que l'immobilier fait partie donc, de la catégorie des actifs non financiers. C'est un actif physique, c'est un actif pour lequel vous réalisez un investissement et vous êtes en droit donc d'attendre, j'allais dire, un retour sur l'investissement parce que vous prenez un risque par rapport donc, à ce bien-là. Et donc, votre résidence principale représentant donc, un actif entre vos mains, vous pouvez demain aller à la banque, proposer donc à votre banquier cette résidence principale comme caution ou comme garantie par rapport donc à un projet que vous voulez faire donc financer, et le banquier s'en réjouira de voir que vous avez une résidence principale que vous avez bâtie sur fonds propres et il pourra le prendre comme garantie. Mais si par contre vous bâtissez votre résidence principale, je vais dire avec un apport donc bancaire, oui. Ce n'est plus un actif, c'est un passif. C'est-à-dire que vous avez un engagement financier vis-à-vis de la banque, vous avez donc des engagements honorés tous les mois ou tous les trimestres en fonction donc, de la convention de prêt que vous avez signée donc, avec le banquier. Et à partir de cet instant-là, votre résidence principale, vous ne gagnez pas de l'argent là-dessus. Mais je ne dirais pas que vous perdez également de l'argent puisque c'est un bien que vous avez entre les mains, mais vous ne gagnez pas de l'argent. Mais c'est ma seule alternative, me tourner vers la banque pour pouvoir avoir un prêt. Effectivement. Quand vous vous tournez vers la banque pour avoir un prêt pour bâtir votre résidence principale, il va sans dire que votre résidence principale deviendra un actif dès lors que vous allez rembourser le dernier engagement que vous avez donc vis-à-vis de la banque. Une fois que tout le prêt est soldé vis-à-vis donc de votre banque, en ce moment-là, vous disposez de cet actif-là entre les mains et cet actif-là, vous pouvez maintenant le mettre en garantie pour pouvoir financer, obtenir par exemple un prêt pour financer un autre projet.
Alors vous soutenez la thèse qui nous dit que la résidence principale est donc un confort et une sécurité personnelle, mais ce n'est pas un investissement. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que quand vous dites que la résidence principale est un confort et une sécurité, oui, parce que vous pouvez donc le proposer donc en garantie, dès lors qu'il devient un actif pour vous. Mais s'il est encore sous la forme d'un passif, parce que vous avez pris un prêt pour pouvoir donc bâtir cette résidence principale, évidemment, ce n'est pas un investissement. C'est un prêt que vous avez fait et par rapport donc à ce prêt-là, vous avez des engagements financiers à respecter vis-à-vis de la banque. Imaginez un seul instant, si tout se passe très mal, que vous n'arrivez pas donc à rembourser, vos engagements financiers vis-à-vis de la banque, qu'est-ce qui va se passer? La banque va saisir donc ce bien et va le mettre à la vente, puisque ce bien est hypothéqué donc au profit de la banque dès lors que vous prenez un prêt pour pouvoir donc le bâtir. Bien sûr. Alors, donnez-nous quelques astuces comme ça pour bénéficier d'un tel bien. Alors, vous savez, de manière générale, pour bâtir, comment dirais-je, une résidence principale, il faut voir un peu ce que vous disposez, j'allais dire, comme quantité d'argent, comme volume d'argent entre les mains. Lorsque vous avez ce volume d'argent-là, vous allez voir donc votre banquier et il faut toujours réfléchir à long terme. Vous ne pouvez pas, comme ça, du jour au lendemain, décider de commencer à bâtir votre résidence principale. La première des choses à faire, c'est d'ouvrir d'abord un plan d'épargne logement auprès de la banque. Lorsque vous ouvrez un plan d'épargne logement auprès de la banque, cela veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, mettons de manière générale 5 ans, la banque sait que vous allez donc solliciter donc un crédit pour pouvoir donc bâtir votre résidence principale. Voyez? Et donc, à partir de cet instant-là, vous êtes engagé donc dans un processus vis-à-vis donc de la banque. Et pour finaliser donc ce processus-là, vous prenez donc ce prêt, la banque vous accorde un prêt, eu égard donc à l'épargne que vous avez constituée donc dans ces livres, et vous pouvez donc en ce moment-là bâtir votre résidence principale. L'idéal, c'est de le bâtir sur une courte période, d'avoir un prêt qui ne s'étend pas, j'allais dire, ad vitam. Si vous avez un prêt, mettons, sur 7-8 ans, parce que vous êtes salarié, que vous pouvez faire face aux engagements, ce serait l'idéal pour rapidement disposer donc de cet actif-là et le mettre à profit pour pouvoir donc financer un autre projet. Dans un tel investissement, il faut tenir compte de l'environnement. Il faut effectivement, parce que si vous voulez que votre résidence principale prenne de la valeur, vous pouvez par exemple décider de construire votre résidence principale, d'y habiter, de valoriser donc cette résidence principale. Et puis à un moment donné, vous pouvez décider de vendre la résidence principale. Mais pour pouvoir vendre et faire une plus-value intéressante, il faut bien que cette résidence principale soit située dans un environnement sain, soit située dans un quartier, je ne dirais pas UP, mais un quartier donc bien acceptable par tous, et un quartier qui, j'allais dire, attire du monde. Et dans ces conditions-là, vous pourrez facilement vendre votre bien immobilier. Parce que le défaut, le risque notamment avec l'immobilier, c'est que lorsque vous décidez de vendre votre bien immobilier, cela met toujours du temps. Vous ne pouvez pas comme ça vendre du jour au lendemain le bien immobilier que vous avez entre les mains. Comparativement donc aux actions qui sont donc des actifs financiers ou des fonds communs de placement, notamment les OPCVM, que vous pouvez vendre tout de suite comme ça, j'allais dire à la criée au niveau donc de la bourse, mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne donc l'immobilier. Ouvrons le chapitre des locations. On parle de location meublée, de location à courte durée. D'accord. Et de location nue aussi. D'accord. Alors, sur le chapitre de location, vous savez que la location nue, c'est vraiment le principe de l'investissement en bon père de famille. C'est le premier investissement que réalise, j'allais dire, tout individu qui désire donc investir dans le secteur de l'immobilier. C'est quoi? C'est bâtir une villa, c'est bâtir donc par exemple un immeuble et puis décider donc de mettre cet immeuble en location. Ben, lorsque vous bâtissez votre immeuble ou votre villa et que vous décidez de le mettre en location, le risque que vous courez, c'est notamment le risque locatif. Donc il va falloir vous assurer donc en amont que tous les locataires sont de bons locataires, sont des gens qui pourront donc payer les loyers donc, au fil du temps, régulièrement. Et dès lors que les loyers sont bien payés, et dès lors que, par exemple, si vous avez pris un prêt pour bâtir donc, ce bien et que vous remboursez votre dernier engagement vis-à-vis donc, de la banque, vous disposez là également d'un actif. Non seulement vous disposez d'un actif, mais vous allez disposer maintenant de revenus donc, réguliers émanant notamment de la location, des revenus locatifs. Et cela va devenir donc pour vous comme une rente que vous allez percevoir donc à vie. C'est-à-dire que tous les mois, vous avez de l'argent que vous allez recevoir notamment de vos revenus locatifs. Et comme vous n'avez plus d'engagement financier en cours, vous comprenez que tout cela reste dans vos poches. Et c'est le même principe. Par exemple, pour la location donc meublée, la location meublée, l'intérêt par rapport donc à la location nue, c'est que dès lors que le bâtiment ou la villa que vous mettez donc en location meublée est très bien décoré, cela attire notamment donc du monde. Et vous gagnez 2 fois plus de l'argent parce que les coûts locatifs ne sont plus les mêmes.
puisque là, vous procédez donc à une location donc, journalière par rapport donc, à votre bien, et cette location journalière vous permet donc d'avoir un gain beaucoup plus intéressant. Mais en même temps, cela demande donc de vos parts, comment dirais-je, un investissement notamment dans le maintien en termes de qualité de ce bien donc, que vous avez mis donc, en location donc, meublé. Vous devez donc régulièrement changer le mobilier, vous devez donc procéder donc, à l'entretien donc, du bien pour qu'il soit toujours attractif et que les clients, notamment, s'intéressent de plus en plus au bien que vous mettez donc, en location meublée. Et là également, si vous avez pris un crédit, notamment pour procéder donc à la location donc, meublée, dès lors que vous remboursez le dernier franc que vous devez donc à la banque, vous avez également un actif entre les mains, un actif qui peut également vous rapporter beaucoup d'argent. Et c'est la même chose également pour la location donc, saisonnière ou à courte durée. Et là également, les gains sont très intéressants, mais demandent beaucoup d'engagement si vous le faites vous-même, parce qu'il faut régulièrement donc, vérifier les entrées et les sorties, notamment donc, par rapport donc, à votre bien. Il faut l'entretien au quotidien. Il faut l'entretien au quotidien. Il faut également donc, s'assurer que, comment dirais-je, toutes les personnes qui arrivent sont donc des personnes viables et qui sont donc à même de vous payer, donc, j'allais dire, les coûts locatifs donc, à courte durée. Et ce faisant, vous arrivez donc à dégager donc, in fine une trésorerie donc, positive, et ce qui fait que vous commencez vraiment, véritablement à gagner de l'argent. Mais de manière générale, je voudrais encore revenir là-dessus. Allons-y. Ici, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle d'immobilier, tout le monde pense tout de suite à la construction d'un immeuble, tout le monde pense à la construction d'une villa qu'on va donc bâtir et mettre en location, et c'est tout. Et après cela, on n'a plus rien à faire. Non, c'est pas vrai. Vous savez, dans le domaine de l'immobilier, vous avez plusieurs types d'investissements immobiliers. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Oui. Et là encore, pour gagner de l'argent dans le secteur de l'immobilier, il faut absolument donc appliquer le principe de la diversification. Le principe de la diversification qui est bien noté. On va, pour terminer sur ce chapitre-là, parler de la colocation et aussi les locaux professionnels. Donc, nous vous rappelons que nous sommes avec M. Guy Abi-Noguès. Il est expert financier. Avec lui, quels sont les principaux types d'investissements immobiliers? Histoire comme ça de vous donner quelques idées aujourd'hui pour toutes les personnes qui avaient l'esprit un peu flou sur ce sujet. Évoquons maintenant la colocation. Alors, la colocation, ce principe est très simple. De manière générale, on parle de colocation, notamment dans les villes estudiantines ou dans les villes qui sont proches de très grandes écoles. Vous avez les étudiants qui décident donc de se mettre ensemble, qui décident donc de partager un appartement ensemble. Ils peuvent être à 2, à 3 ou à 4 en fonction donc de la disponibilité donc des pièces dans cet appartement-là. Et chacun paye notamment ses frais donc de colocataire au propriétaire. Voyez? Et donc, vous avez plusieurs personnes qui sont présentes en un lieu à un moment donné. Ben, ce qui est intéressant donc à voir et notamment donc à suivre, c'est le taux de rotation du principe donc des colocataires. Parce que pourvu qu'un locataire ne s'entende pas avec un autre, il va déménager, ça va vous faire revenir donc un autre locataire, donc il va falloir suivre tous ces mouvements-là, de telle sorte que vous maintenez donc vos gains initiaux, et en maintenant donc vos gains initiaux, vous commencez évidemment à gagner donc de l'argent. Le principe maintenant d'allocation des bâtiments donc commerciaux ou comment on appelle, professionnels. Là, le risque, c'est très intéressant. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent parce qu'en tant que propriétaire, vous mettez en place un immeuble ou un bâtiment nu à la disposition, donc, mettons, d'une entreprise donnée. Et cette entreprise-là a la charge de faire l'entretien donc, de votre bâtiment. Mais le risque que vous courez par rapport à cela, c'est que dès lors que l'économie commence à avoir donc, des difficultés, à commencer à s'effondrer, il se pourrait que l'entreprise locataire de votre immeuble, de ce bien-là, peut décider donc de partir de là parce que les coûts location peut-être deviennent trop chers et la difficulté ce serait donc de pouvoir trouver un autre locataire pour pouvoir donc occuper les lieux. Donc il faut faire très attention notamment donc à tout cela. Il faut bien regarder, j'allais dire, le paysage économique lorsqu'on rentre dans le principe donc de location des locaux professionnels. Alors vous avez évoqué le risque de la location des locaux professionnels, aussi de la résidence principale, surtout lorsque nous passons par la banque pour pouvoir financer bien sûr cette résidence principale-là, les autres risques que nous avons, par exemple pour la location meublée, quand on sait qu'on n'aura pas très souvent de clients, et aussi peut-être les risques pour la location à courte durée ou même la location saisonnière. Alors, le risque principal qui peut se présenter donc à vous, c'est un risque, j'allais dire, d'occupation. Un risque d'occupation donc des bâtiments. S'il se trouve que vous
vous êtes en location nue ou en location donc meublée ou même en location donc saisonnière et qu'il se trouve que pendant une période donnée, vous n'avez pas donc de locataire, il va sans dire que si vous avez un engagement financier vu de la banque, cela va commencer donc à poser des problèmes. Donc il est important pour vous, notamment dans la mise en place de votre bien, d'y travailler sérieusement afin que ce bien-là soit de manière donc permanente occupé. Occupé par qui? Par, évidemment, des locataires. Alors, si c'est occupé donc par les locataires, il faut vous assurer en amont que ce sont des bons locataires, ce sont des gens qui vont respecter leurs engagements vis-à-vis de vous, de telle sorte que vous, en retour, pouvez respecter vos engagements vis-à-vis donc de la banque. Et c'est d'ailleurs pour cela, lorsque vous prenez un prêt à la banque et le banquier vous dit « Ok, moi je vous finance par exemple la construction de votre bâtiment oui. », même si vous dites au banquier que les revenus locatifs seront domiciliés donc dans ces livres, le banquier va s'assurer que vous-même, en tant qu'individu, vous avez donc un salaire ou des revenus donc additionnels qui peuvent lui permettre notamment de se couvrir en cas donc de défaut d'un locataire. Voyez, donc ce sont des risques notamment qui apparaissent dans l'immobilier. Ce sont des risques qu'on ne voit pas évidemment sur les actifs financiers au niveau des actions, des obligations et autres, mais dans l'immobilier, vous êtes confronté de manière donc permanente à ce risque locatif-là, à ce risque d'avoir, j'allais dire, un très bon locataire dans votre bien. Alors, on va rester sur les cas pratiques. Je suis un jeune, j'ai des moyens. Est-ce que je peux me permettre plusieurs investissements ou il faut forcément rester sur un seul investissement? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, si vous êtes dans l'immobilier et que vous êtes un jeune, le principe, moi, je vous conseillerais donc de diversifier vos investissements. Si vous réussissez à bâtir, comment dirais-je, un immeuble que vous mettez donc à location, faites en sorte d'avoir donc, même dans cet immeuble-là, d'avoir une partie qui soit donc mise en location, donc j'allais dire mensuelle, et une autre partie que vous mettez donc en location meublée. Vous voyez, dans ce même immeuble, vous diversifiez vos sources de financement. Okay. Et lorsque vous diversifiez vos sources de financement, il va sans dire que par rapport donc au marché, par rapport donc à vos engagements financiers individuels propres et vis-à-vis donc de la banque, vous arriverez donc à couvrir ces engagements. Parce que si vous avez un défaut quelque part, de l'autre côté, vous pouvez donc gagner ou bien toucher des revenus locatifs. Le principe dans l'immobilier, tout comme le principe au niveau de toutes les classes d'actifs, c'est la diversification. Quand vous constituez un portefeuille d'investissement et que vous voulez donc avoir de la sécurité donc patrimoniale et que vous y ajoutez de l'immobilier, même si vous avez donc en amont notamment des actifs financiers, il va falloir que dans la constitution de votre portefeuille d'investissement, le principe de la diversification soit vraiment présent. Voyez, parce que c'est la diversification qui vous permet notamment de faire face à tous les, j'allais dire, à tous les coûts, à tous les risques que qui pourraient donc se présenter dans la gestion de votre portefeuille d'investissement. Et c'est le principe de la diversification qui va vous permettre davantage de gagner beaucoup d'argent, notamment par rapport à vos investissements initiaux. Et on comprend aisément que là, on peut se permettre la combinaison de plusieurs types d'investissements immobiliers dans son patrimoine. Pour poursuivre donc, nous sommes en 2021. Quel est le meilleur investissement immobilier en ce moment? Alors, c'est difficile à dire parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, tout cela dépend de votre appétit par rapport donc à l'immobilier vous-même. Oui. Comme je vous ai dit, si vous regardez un peu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous trouverez de manière générale de la location nue ou de la location nue de manière générale. Ça doit représenter, à mon avis, comme ça, je ne suis pas un spécialiste du secteur de l'immobilier au quotidien, mais je pense qu'on doit être dans les 80%. Oui, la location, un peu plus certainement. Oui. La location meublée, la location donc saisonnière, hein, la colocation sont des investissements nouveaux, sont des types d'investissements nouveaux dans l'immobilier qui aujourd'hui commencent à voir le jour en Côte d'Ivoire. Alors moi j'encourage notamment aujourd'hui tous ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier ou tous ceux qui comptent aujourd'hui investir donc dans l'immobilier de diversifier leur portefeuille d'investissement immobilier en allant vers toutes ces sources ou sous tous ces types par exemple, d'investissement dans le domaine de l'immobilier pour pouvoir diversifier non seulement leurs revenus, mais au moins pour amoindrir donc les risques par rapport donc à leurs investissements de départ. Et ça, encore une fois, vous voyez, le principe de la diversification rime, il est présent, tout comme il est présent au niveau des actifs financiers, il est également présent au niveau des actifs non financiers, au niveau des actifs physiques qu'est l'immobilier.
et tout en tenant compte, comme vous l'avez évoqué, de tous les risques que nous avons dans ce domaine de l'immobilier, par exemple le foncier, tous les problèmes que nous avons sur les terrains. Effectivement. Si vous êtes rendu compte, je n'ai même pas parlé de tous les problèmes que vous pouvez donc avoir en amont. Ça, je le laisse, j'allais dire aux spécialistes, de la question. Ben, une fois que vous avez votre terrain en bonne et due forme, et que votre terrain, notamment, vous avez tous les papiers, notamment l'ACD, par rapport donc à votre terrain, et qu'il n'y a aucun problème sur ce terrain parce que vous avez donc l'ACD, en ce moment-là, vous pouvez donc vous lancer dans ce type d'investissement. L'ACD qu'on peut facilement obtenir avec toutes ces nouvelles dispositions que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place. On parle de meilleur investissement en 2021, il faut tenir compte des risques et tout. Il faut tenir compte aussi de cette Covid-19 qui a chamboulé le quotidien de tout un chacun. Oui, justement, vous savez, quand vous décidez d'investir, j'allais dire, pour vous-même, l'environnement économique compte beaucoup. Vous ne pouvez pas, dans une situation donc morose, décider de faire un peu n'importe quoi. Vous voyez, vous savez, aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez un peu même le secteur de l'immobilier, j'ai vu, moi, des gens qui ont connu donc des difficultés parce que notamment les locataires étaient privés donc de leurs sources de revenus, notamment donc salariaux, et donc du coup n'arrivaient plus à faire face à leurs engagements locatifs vis-à-vis donc du propriétaire. Il va sans dire que le propriétaire va rencontrer donc des difficultés dans ces cas-là. Alors c'est pour cela que lorsque vous décidez d'investir donc dans un secteur donné, et je parle de tous les secteurs en matière donc d'investissement, il va falloir donc tenir compte de la donne économique qui est présente et voir les secteurs dans lesquels vous pouvez donc investir sans difficulté. Il y a des secteurs qui traditionnellement vont vous permettre donc de gagner de l'argent. Par exemple, au niveau de la bourse, lorsque, comment dirais-je, vous êtes dans une situation donc comme la situation que nous traversons aujourd'hui, la situation donc la Covid, la bourse aujourd'hui devient donc le meilleur endroit pour pouvoir donc investir. Parce que vous avez de manière générale tous les cours qui sont donc à la baisse, et quand les cours sont à la baisse, c'est vraiment le meilleur moment donc d'investir donc en bourse. Comme dit l'homme de la rue, eh bien, brique ne pourrit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer un investissement sans bien immobilier? Non, non. Je réponds catégoriquement non. Non, pourquoi? Parce que l'immobilier vous apporte de la sécurité. L'immobilier vous apporte ce que le banquier appelle donc de la sécurité patrimoniale, vous voyez. Et l'immobilier vous apporte des revenus donc certains, des revenus donc importants, et l'immobilier vous permet de dégager les revenus les plus importants après la bourse. Donc si vous avez un portefeuille d'investissement qui est composé à la fois des actifs financiers, il serait donc intéressant que vous ayez également dans ce portefeuille d'investissement des actifs non financiers. Voyez. Donc, si vous avez à la fois des actifs financiers et des actifs non financiers, vous couvrez en ce moment-là pratiquement tous les pans relatifs donc à l'investissement. Et si un secteur ou un pan marche et l'autre pan ne marche pas, vous arrivez toujours à revenir donc à l'équilibre. C'est pour cela qu'on parle donc de diversification. Donc, constituer un portefeuille d'investissement aujourd'hui avec seulement des actifs financiers, je trouve que cela est risqué, ou constituer seulement un investissement avec des actifs non financiers, je trouve également que cela est risqué. Il faut un mixte des deux pour avoir donc un bon portefeuille d'investissement donc au final, pour pouvoir notamment faire face à vos objectifs donc futurs. Rapidement, petite question avant de terminer. Une question qui me vient là. Alors, oui, il nous reste juste trois petites minutes. Investissement en location nue, appartement ou même bâtiment, maison basse. Qu'est-ce qui est à privilégier? Alors, encore une fois, cela dépend de vous. Si vous décidez, par exemple, de bâtir un immeuble et donc d'y avoir des appartements donc, à l'intérieur et procéder donc, à une location donc, nue, je veux dire que c'est en fonction donc, notamment de votre appétit, de vos objectifs financiers que vous allez donc pouvoir donc, le faire. Quand vous le faites, vous êtes certain que dans la zone où vous avez bâti votre immeuble ou votre villa, le taux d'occupation sera donc, j'allais dire, à son maximum. Mais si vous décidez, par exemple, d'aller donc en location donc, de courte durée, il va falloir aussi vous assurer que dans cet espace où vous avez bâti donc, votre bien immobilier, vous pourriez, par exemple, le faire occuper de manière donc permanente. Ce qui est important dans l'immobilier, c'est le taux d'occupation et c'est évidemment le principe donc, du respect, notamment donc, des revenus locatifs. Si tout cela est fait, si tout cela est bien respecté, notamment par les locataires, parce que vous avez de bons locataires et que le taux d'occupation est à son maximum, mettons même 100%, alors vous gagnerez de l'argent dans le secteur de l'immobilier.
Merci à M. Guy Abi-Nogues. Quels sont les principaux types d'investissements immobiliers au terme de nos échanges? Que retenir rapidement, 30 secondes avant de terminer? Alors, 30 secondes, moi j'invite tous les investisseurs, notamment toutes les personnes qui s'intéressent à l'investissement, d'avoir un portefeuille qui soit donc dans l'ensemble diversifié, qui soit composé à la fois donc des actifs financiers, actions, obligations, même les OPCVM, et puis également des actifs non financiers, l'immobilier. Voilà, la semaine a commencé dans Matin Bonheur avec nos sujets. Merci à M. Guy Abi-Nogues. Il est expert financier. Nous sommes avec lui tous les lundis et nous parlons investissement pour vous donner quelques bonnes idées pour savoir où mettre votre argent.